Alors, bonsoir à tous. J'espère que tout va fonctionner, correctement. Hem, donc je voulais, avant tout, vraiment remercier tout le monde, toutes les personnes qui m'ont contactée, qui m'ont envoyé des messages, et des remerciements. Je voulais vraiment vous remercier pour votre enthousiasme. J'ai malheureusement pas pu répondre à tout le monde parce que, comme je vous disais, j'ai reçu énormément de demandes, mais voilà, je vous remercie et je m'en excuse si je ne vous ai pas répondu. Donc je me présente, je m'appelle Catherine Gavage, je suis nutrithérapeute. Alors je sais que ça fait toujours un peu rire, mais c'est comme ça, je devais être prédestinée. Et nous avons ouvert avec le docteur Champagne la Prana Clinique à Liège il y a quelques mois, qui est un centre médical et paramédical ouvert à toute la famille, où nous voulions pouvoir prendre en charge le patient dans sa globalité, aussi bien d'un point de vue préventif que curatif. C'est là que je reçois en consultation, et on a aussi fait une cuisine didactique pour pouvoir mettre en pratique ce que je dis en consultation ou lors de mes conférences. C'est quand même toujours chouette de pouvoir mettre en pratique aussi. En temps normal, je fais des conférences devant de vrais publics. C'est la première fois que je fais une conférence en ligne. Je fais des conférences dans les écoles, pour les élèves, pour les parents, dans les entreprises, euh, dans les hôpitaux. Donc voilà, j'essaie vraiment de diffuser un maximum le message que la nutrition est un outil préventif et curatif extraordinaire, et que en connaissant un peu mieux la nutrition et ses bienfaits, vous pouvez vraiment avoir un pouvoir sur votre santé qui est très important. Alors, ce soir, je vais vous parler de notre système immunitaire qui est vraiment une merveille, et de comment, dans votre vie de tous les jours, vous pouvez réellement et facilement le booster, ce qui est vraiment une super nouvelle. À l'heure actuelle, la médecine ne dispose d'aucun médicament qui peut venir à bout du coronavirus, malheureusement. C'est pour cette raison qu'il est vraiment primordial de booster votre immunité, car c'est elle qui va décider, entre autres, de l'évolution de la maladie. Euh, c'est elle qui fera que vous n'ayez peu ou pas de symptômes, ou au contraire que le virus se développe de façon beaucoup plus agressive, que vous ayez peut-être une pneumonie, ou parfois qu'elle conduise même à la mort. Donc avant de commencer, il me semblait vraiment intéressant de refaire un petit point sur ce qu'est l'immunité, euh, pour que ce soit compris de tous. Euh, donc l'immunité, ça désigne la capacité de l'organisme à se défendre contre des substances étrangères, comme par exemple des virus ou des infections. Et l'immunité de l'homme repose sur deux grandes voies. L'immunité naturelle, qu'on appelle l'immunité innée, et l'immunité acquise, qu'on appelle l'immunité adaptative. L'immunité naturelle dite innée, c'est vraiment ce qu'on peut considérer comme la première barrière de défense. C'est elle qui va répondre directement à l'agresseur, et elle se compose entre autres de barrières naturelles, comme votre peau, vos muqueuses, les muqueuses nasales, les muqueuses intestinales. Elle se compose aussi d'antibiotiques naturellement présents dans les épithéliums, de globules blancs. Les globules blancs, c'est un peu les petits soldats qui vont nous défendre. Certains d'entre eux s'appellent d'ailleurs les natural killers. Et puis il y en a d'autres qui sont là pour phagocyter, donc pour manger l'intrus. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de donner une réponse la plus rapide possible. Et toute cette armée de l'immunité innée va attaquer, essayer de tuer, de manger l'ennemi de façon directe et rapide. Et ça, en général, c'est entre 0 et 6 heures après la première apparition. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'immunité adaptative, qui est un système de reconnaissance. En fait, c'est elle qui va donner des passeports aux ennemis. Ça va lui permettre après de les reconnaître, et de pouvoir beaucoup mieux préparer sa défense pour après, de voir beaucoup mieux répondre. Donc la deuxième réponse, quand
on lui présentera une deuxième fois l'ennemi, eh ben, la réponse sera nettement supérieure. La vaccination, d'ailleurs, repose sur ce principe de mémoire immunitaire. De la même façon que si vous avez déjà contracté une fois une maladie comme par exemple la varicelle, eh bien, vous devenez immunisé à cette varicelle grâce à votre immunité adaptative. Donc, comme je vous disais, notre système immunitaire est composé de barrières, et deux de nos grandes barrières qui sont assez importantes dans ce cas précis, c'est ce qu'on appelle l'épithélium nasal et l'épithélium digestif. Il faut savoir que l'épithélium intestinal, 60 à 80% de nos possibilités de défense viennent de notre intestin. Donc il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Et donc ce soir, je vais essayer de vous expliquer comment renforcer ces barrières, et pas seulement, mais aussi quels sont les cofacteurs qui vont leur être favorables. Alors, les super aliments à connaître absolument pour aider notre système immunitaire, c'est la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir maintenant, je l'espère, améliorer et renforcer votre système immunitaire. Vous allez pouvoir corriger vos carences nutritionnelles pour avoir une réponse plus efficace. Et vous pourrez essayer de consommer tous les jours un peu de ces super aliments qui vont vous aider à le booster. Et vous pourrez aussi et surtout les donner et les recommander à toute votre famille. Parce que parfois, on pense que les choses simples n'ont pas d'effet. Je vois parfois des gens qui arrivent et qui veulent le dernier médicament, le dernier complément plutôt à la mode, hyper pointu, hyper précis. Et en fait, il faut bien se rendre compte que le corps fonctionne par un enchaînement de réactions biochimiques qui se font à partir de simples molécules. Donc, les choses simples, c'est la base. C'est pas parce que c'est simple que c'est pas efficace, au contraire. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir. Donc, la vitamine C, c'est vraiment un des premiers nutriments qui est important pour renforcer votre immunité. Ici, on voit une étude qui a été faite par des chercheurs japonais sur 244 personnes, et on voit que le fait de prendre tous les jours 500 mg de vitamine C, eh bien, ça faisait baisser de 66% le risque d'attraper une infection 3 fois ou plus dans une année. Donc c'est vraiment c'est énorme, c'est pas compliqué de prendre un petit cachet de vitamine C le matin, et on diminue de 66% ces risques. Ici, c'est une autre étude, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est quand ça regroupe plusieurs études, donc ça veut dire que c'est assez important, sur 2335 personnes, qui a montré que la prise de vitamine C diminue très fort le risque de pneumonie de 80% ou plus, et que chez les personnes touchées par la pneumonie, eh bien, la vitamine C atténue la sévérité et la mortalité. Pour vous dire comme des choses simples et basiques peuvent réellement changer les choses. C'est une autre méta-analyse qui est arrivée à la conclusion qu'une supplémentation courante en vitamine C réduit la durée d'une infection en moyenne de 8% chez les adultes et 14% chez les enfants. Mais qu'à 1 ou 2 grammes par jour, elle peut réduire l'infection de 18%. Et que si vous prenez 1 gramme ou plus dans les premières 24 heures de l'infection, donc dès que vous ressentez les symptômes, eh bien, vous allez réduire la durée ainsi que la sévérité des symptômes de 24%. Donc de nouveau, vous voyez comme c'est vraiment pas anodin. Si ici vous vous sentez mal, ou si vous avez l'impression que vous commencez une maladie, un rhume, une infection ou un virus, eh bien, le fait de prendre 1 à 2 grammes sur votre journée en 4 à 6 prises, donc de 125 mg par exemple, que vous trouverez dans toutes les pharmacies, particulièrement les 24 premières heures de l'infection, c'est vraiment important, eh bien vous allez vraiment pouvoir diminuer vos symptômes et diminuer le temps de la maladie. Donc les recommandations quotidiennes vont être de 200 à 500 mg par jour, ça c'est la dose d'entretien, et comme je vous le disais, de 1 à 2 grammes en cas d'infection ou en cas de contact avec quelqu'un qui est contagieux, qui pourrait vous infecter. Je vous ai mis ici un tableau d'aliments qui sont plus riches en vitamine C, parce que vous pouvez aussi vous apporter bien évidemment la vitamine C par l'alimentation, c'est même l'idéal.
Donc ici, ben voilà, pour vous donner un exemple, j'ai fait un gazpacho de poivron jaune qui va apporter 180 mg de vitamine C, si vous en prenez 100 grammes, ce qui n'est pas anodin. Ici, bah, dans votre petit déjeuner, si vous rajoutez des kiwis, vous avez 92,7 grammes, 26,2 pour la framboise, 10 grammes pour les myrtilles. Donc, vous voyez, vous pouvez déjà avoir un bon apport de vitamine C. Si vous prenez ça et le gazpacho, vous avez votre dose quotidienne des recommandations en vitamine C. Alors ici, j'avais fait aussi un soda à base de jus d'orange que j'ai lactofermenté, c'est-à-dire j'y ai ajouté du sucre et je les ai laissés macérer, ce qui m'a donné un soda pétillant euh, de jus d'orange. Et on voit, les études nous montrent que la lactofermentation augmente euh, la quantité de vitamine C. Donc vous avez vraiment un soda hyper sain, qui est très bon, qui est très facile à faire, mais qui en plus est une bombe vitaminée. Donc c'est vraiment intéressant. Euh, alors, la vitamine D, c'est aussi très important pour l'immunité. Ici, j'ai un peu voulu vous montrer des faits ou des observations actuelles sur le taux moyen, en tout cas en France. C'est deux grosses études qui ont été faites en 1997 et en 2006 sur les taux de vitamine D de la population française. Et on voit que 75% en 97 de la population était en dessous de 31 de vitamine D et 90% des femmes ménopausées dans l'étude Bruyère de 2006. Il faut savoir que la vitamine D, sa synthèse se fait par la peau, enfin, grâce au soleil, par la peau et grâce au cholestérol. Et pour que sa synthèse soit complète, elle nécessite un passage par le rein et le foie. Et donc, on voit en général en Europe qu'on est systématiquement déficient si on ne se complémente pas, et à moins qu'on ait un travail où on est à l'extérieur en permanence, et particulièrement les personnes à peau foncée. Plus votre peau est mate, plus vous assimilez difficilement la vitamine D. Donc, c'est vraiment important de vous complémenter, ainsi que vos enfants ou vos parents, enfin toute votre famille. Ici, c'est un graphique qui nous montre l'évolution des taux sanguins de vitamine D chez la population euh, relativement globale. De 1994, c'est les colonnes foncées, à 2004, c'est les colonnes plus claires, et on voit que dans toutes les tranches d'âge, eh bien, le taux de vitamine D a diminué. Et ça, c'est un graphique du monde qui montre aussi les taux de vitamine D par pays. Et sans surprise, ben, tous les pays du Nord sont beaucoup plus carencés que les autres en vitamine D. C'est pas étonnant. Les valeurs santé recommandées sont de 60 à 70 nanogrammes par litre, les taux sanguins de vitamine D recommandés. Ici, c'est une étude qui nous montre qu'il y a vraiment une corrélation entre un niveau sanguin bas de vitamine D et un risque accru de maladies respiratoires chez l'enfant. Alors ça, c'est un graphique qui est un petit peu compliqué, mais je voulais de nouveau vous montrer à quel point les choses simples peuvent avoir un effet très puissant. En fait, les trois colonnes, si vous regardez verticalement, ce sont trois virus différents, le rhinovirus RSV et l'influenza, donc c'est la grippe. Et on voit les petites écritures vertes avec les flèches vers le haut. En fait, c'est l'inflammation que ces virus génèrent. Ça, c'est dans une condition normale. Et alors, en dessous de la ligne bleue, la petite ligne pointillée, vous voyez 1,25 OHD traitement. Et ça veut dire une fois qu'on a donné de la vitamine D, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup moins d'inflammation. Vous voyez, les petites flèches vertes ont diminué, voire dans la colonne de la grippe, du virus influenza, eh bien, elles sont quasiment toutes descendues. Donc on voit qu'on a une diminution de l'inflammation, une diminution de l'infection, de la réplication virale et une augmentation de la neutralisation. Donc c'est vraiment, la vitamine D est vraiment essentielle à ce niveau-là. Ici, c'est un autre schéma qui nous montre qu'en fait, la vitamine D attaque l'enveloppe du virus et que donc elle va le rendre plus vulnérable. Donc, l'idéal vraiment pour prendre de la vitamine D de façon très efficace, c'est d'avoir un bilan sanguin, une biologie qui va évaluer votre niveau de vitamine D. Vous pouvez la demander à votre généraliste.
mais chez presque tous les Belges, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut vous supplémenter, particulièrement les personnes âgées, encore plus en règle générale, et les recommandations vont de 2000 unités par jour à 6000 unités parfois, ça dépend chez les adultes et même parfois plus, et chez les enfants, les recommandations vont de 800 à 1800 par jour. Ici, je vous ai mis 3 vitamines D que je recommande souvent dans mes consultations qui fonctionnent assez bien. Il y en a en gouttes, il y en a en gélules. Pour les enfants, ils font des gélules moins dosées à croquer avec un petit goût framboise. Donc c'est vraiment important. Alors la vitamine A est aussi importante pour l'immunité. On attend des taux sanguins supérieurs à 70 microgrammes. Donc la vitamine A, en fait, c'est le bêta-carotène qui est la pré-vitamine A, si vous voulez, qu'on trouve dans les fruits et légumes. Il ne faut pas non plus avoir un taux trop élevé parce que ça pourrait refléter une pathologie ou une insuffisance hépatique. Enfin, ce n'est pas le sujet, mais il faut pas que le taux soit trop élevé ou il ne faut pas qu'il soit trop bas. C'est d'ailleurs comme la vitamine D, il ne faut pas non plus avoir un taux trop élevé. Le rétinol animal, euh, il est très facilement assimilable et on le retrouve dans les abats, dans le foie, particulièrement dans le foie de morue, mais dans les œufs aussi. Et on voit qu'il est très très souvent déficient chez les végétariens, euh, tout comme la vitamine B12 et le fer. On peut prendre en complément de la vitamine A de façon quotidienne si c'est nécessaire, ou alors on peut aussi le faire par le foie de morue. Je vous ai mis ici, c'est des boîtes de foie de morue qu'on trouve dans tous les supermarchés. Et c'est pas, tout le monde n'aime pas, c'est pas toujours évident d'en manger, mais c'est pour ça que j'avais fait aux ateliers une recette de rillettes de foie de morue. Alors, le zinc, euh, le zinc est un minéral qui est très très souvent carencé, particulièrement chez les personnes âgées. De nouveau, chez les végétariens, chez les fumeurs et chez les personnes ayant subi une chirurgie bariatrique. Des études nous montrent qu'une supplémentation en zinc chez les personnes âgées, on a pu diminuer l'incidence des infections de près de 66%. Donc, le zinc a aussi la capacité d'augmenter le nombre de lymphocytes et des globules blancs. Donc, ce sont les soldats qui vont vous défendre contre une infection, contre un virus. Eh bien, ces soldats, pour pouvoir se multiplier, ils ont besoin de zinc. Si vous n'avez pas suffisamment de zinc, eh bien, vous n'arriverez pas à faire une armée suffisamment grande et puissante. Donc, de nouveau, le zinc, à l'idéal, il faut qu'il soit objectivé par une prise de sang. Et les deux formes les plus absorbables, si vous devez vous complémenter, c'est le citrate et le picolinate. Et les recommandations journalières d'entretien, disons, c'est 15 mg par jour. Si il y a un déficit, eh bien, on peut aller jusqu'à 30 mg par jour, en particulier chez les personnes âgées. Chez eux, en général, on doit les complémenter de façon systématique et ça ne remonte pas facilement ni rapidement. Il faut compter au moins 6 mois pour les personnes âgées pour pouvoir remonter leur zinc et 2 mois pour les autres. Donc, étant donné que les apports alimentaires et la réduction de l'absorption, en tout cas chez les personnes âgées, est là, eh bien, vraiment, il faut les complémenter. Alors, de nouveau, je vous ai mis 3 sortes de zinc que je recommande souvent, qui fonctionnent assez bien, de chez Metagenics ou BeLife. Enfin, voilà, vous avez d'autres marques, vous pouvez aussi être conseillé par vos pharmaciens, mais ça, c'est trois formes que j'utilise souvent. Alors, il y a aussi la glutamine, qui est très, très intéressante dans l'immunité. En fait, la glutamine, c'est un acide aminé qu'on retrouve majoritairement dans les muscles, d'où l'intérêt de faire du sport. On se rend compte de nouveau, malheureusement, que les personnes âgées sont souvent carencées
en glutamine parce qu'en général, en vieillissant, on perd de la masse musculaire. C'est pour ça qu'il est vraiment important de garder une activité physique pour garder une certaine masse musculaire. La glutamine, c'est le carburant privilégié de vos soldats qui vont vous défendre, des globules blancs. Donc une fois qu'ils vont voir que vous êtes attaqué, eh bien ils vont aller chercher de la glutamine dans vos muscles pour vous aider à vous défendre. C'est une des raisons pour lesquelles on a parfois des pertes de masse musculaire en cas de maladie ou de grosse infection parce qu'on on prend la glutamine. Mais donc la glutamine elle est essentielle pour cette raison-là au niveau de l'immunité, mais aussi parce que c'est un des nutriments préférés de notre barrière intestinale. Et vous verrez, je vais le dire un peu plus tard, que les intestins, c'est hyper important pour l'immunité. Donc, et pour vos intestins, et pour bien nourrir vos globules blancs, qui sont vos soldats, la glutamine, c'est vraiment important. Donc ici, ben voilà 3 de nouveaux compléments que je recommande souvent. Il y en a un, celui du sang, c'est de la glutamine seule, pure, à 800. Et les 2 autres, c'est des compléments qui sont vraiment basés pour renforcer l'immunité, le Nutrimonium et le Nutristim. Il y a de la glutamine, il y a de la vitamine A, il y a de la vitamine C, de la vitamine D et plein d'autres, des vitamines B. C'est vraiment 2 compléments qui sont faits pour renforcer et booster l'immunité. Donc pour le moment, c'est vraiment intéressant d'en prendre. Nous, on en prend tous à la maison, tous les jours pour le moment, pour vraiment essayer de nous booster, enfin de booster notre immunité. Donc, je vous le disais tout à l'heure, 60% de nos cellules immunitaires sont contenues dans l'intestin. Donc, le microbiote intestinal, le microbiote, c'est le nom qu'on donne au monde de bactéries. On est peuplé de millions de bactéries dans nos intestins et on appelle ça le microbiote. Et donc ce microbiote, il exerce une stimulation permanente sur notre système immunitaire. Donc les bactéries, le microbiote, ça joue un rôle majeur de défense contre les attaquants. Donc c'est vraiment essentiel de maintenir un bon équilibre de ce microbiote. Donc, vous voyez, donc là, en fait, il y a les bonnes, ce qu'on appelle les bonnes et les mauvaises bactéries, pour schématiser. Et selon ce que vous allez manger, selon la façon dont vous allez vivre, vous allez modifier l'équilibre de ces bactéries, de ces bonnes et de ces mauvaises bactéries. Et donc, si vous avez une mauvaise alimentation, vous allez avoir les mauvaises bactéries, évidemment, qui se nourrissent plus de mauvais aliments, qui vont prendre le dessus et qui vont vous donner ce qu'on appelle une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote. Donc, c'est vraiment important d'essayer d'avoir un bon équilibre. Alors, les aliments qui favorisent un bon microbiote, il y en a plusieurs, tous les végétaux en règle générale, ce qu'on appelle les glucides complexes, donc c'est plutôt les pâtes complètes, le riz complet, etc. Les fibres, le zinc, de nouveau, vous voyez, il réapparaît, les oméga 3 et les oléagineux. Les oléagineux, ce sont les noix, les noisettes, les amandes. Alors, la lactofermentation. Les aliments fermentés, ils améliorent et comme je vous expliquais tout à l'heure avec l'orange, le soda d'orange fermenté, ils multiplient les vitamines et les minéraux qui sont déjà présents dans les aliments. Alors, pour faire de la lactofermentation, c'est vraiment pas compliqué. Il vous faut 4 ingrédients, de l'eau, le légume que vous avez décidé de lactofermenter, des épices, c'est même pas obligatoire, mais c'est toujours plus sympa de mettre un peu d'épices pour donner des saveurs différentes, et du sel. C'est vraiment quelque chose qui est très simple à faire. Et ça a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est que, donc je vous disais, je vous reparle de ce microbiote intestinal, c'est-à-dire toutes les bactéries qui peuplent notre intestin. Le microbiote, donc, il se compose de bactéries qu'on appelle les probiotiques, vous avez probablement déjà entendu ce nom-là, et les prébiotiques. Donc les probiotiques, ce sont les bactéries, et les prébiotiques, c'est la nourriture de ces bactéries. Et quand on a les deux ensemble, probiotiques et prébiotiques, on a ce qu'on appelle un symbiotique. Et ça, c'est vraiment l'idéal, en fait, parce que vous allez non seulement remettre dans votre intestin de bonnes bactéries, mais en plus, vous allez mettre la bonne nourriture pour ces bactéries. Donc c'est vraiment l'idéal. On en trouve en pharmacie, on en produit,
mais on voit quand même très souvent que les symbiotiques naturels de la lactofermentation sont en général plus forts et plus puissants que ceux que vous pouvez acheter dans le commerce. Donc c'est vraiment le premier intérêt hyper important d'essayer de revenir à ces techniques ancestrales de lactofermentation. Le deuxième intérêt, ici, c'est cette étude qui nous montre que les probiotiques présents dans les aliments lactofermentés sont bons pour la santé, qu'on a une meilleure assimilation des nutriments et une multiplication des nutriments, comme je vous le disais tout à l'heure. Intérêt numéro 3, pas négligeable, la conservation est plus longue. C'est pour ça qu'on utilisait beaucoup plus ça avant. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un potager ou si vous achetez beaucoup de fruits ou de légumes en pleine saison, vous pouvez les lactofermenter et vous pourrez tenir plusieurs mois grâce à ce procédé avec ces légumes que vous aurez eu au beau moment de l'année. Alors on peut tout lactofermenter ici, c'est de l'ail. Vous pouvez prendre votre gousse d'ail lactofermentée et les ajouter dans vos soupes ou dans vos plats mijotés, et comme ça vous en mangez un petit peu tous les jours. Ici j'avais fait du chou rouge lactofermenté, c'est délicieux. C'est très simple et c'est vraiment très bon. Et alors ici, j'avais fait des betteraves gyoza, j'avais rajouté des zestes de citron, du gingembre frais pour vraiment donner un goût très frais comme ça à la betterave lactofermentée. Alors comment utiliser, parce que vous n'allez pas manger une assiette pleine de lactofermentation, c'est un goût un peu acide. Parfois certaines personnes n'aiment pas, ou il faut juste s'y habituer comme tout. Donc une façon assez simple pour en manger un petit peu tous les jours, parce qu'une fois que vous l'avez dans votre frigo, il vous suffit de le sortir et d'en rajouter. Vous pouvez en rajouter dans les soupes. Vous voyez ici en haut au centre, ce que vous voyez rouge, c'est mon chou rouge lactofermenté. Vous en mettez un petit peu dans votre assiette. Vous pouvez vraiment en mettre un petit peu dans tous vos plats. Comme ça, tous les jours, à chaque repas, vous allez un petit peu nourrir votre microbiote. Alors, un autre aliment qui pour moi c'est vraiment c'est incroyable, ceux qui me connaissent savent que j'en parle beaucoup, c'est le kéfir. Le kéfir, en plus d'être une boisson santé hyper puissante, eh bien c'est délicieux. Et une fois que vous aurez commencé à en consommer, je crois que vous oublierez définitivement les sodas. Donc, les kéfirs, c'est de nouveau de la lactofermentation, mais cette fois-ci à partir de fruits, de sucre et d'eau. Après, vous pouvez lui donner 1001 saveurs différentes, 1001 couleurs différentes. C'est délicieux. C'est vraiment chouette. Et on a vu, il y a plusieurs études, je ne vais pas vous faire un exposé sur le kéfir, mais il y a plusieurs études qui démontrent que au-delà de l'immunité, il y a vraiment un intérêt à boire quotidiennement du kéfir. Aussi le kombucha, qui est aussi une boisson lactofermentée, mais cette fois-ci à base de thé vert ou thé noir, qui est très très bon aussi et vraiment un aliment santé. Et le curcuma. Alors, les études scientifiques récentes ont découvert que la curcumine est un puissant antioxydant, anti-inflammatoire et modulatrice de très nombreuses voies métaboliques. En fait, le curcuma, pour ceux qui n'en ont jamais vu, c'est ce que vous voyez en arrière-plan. C'est des racines de curcuma frais. Mais on les trouve aussi en poudre ou en gélule, sous forme de complément. Donc la curcumine, c'est une des molécules qui composent le curcuma. Elle s'oppose à la totalité des voies connues de l'inflammation. Il y a quand même, je pense, aucun médicament qui fait aussi bien. Donc l'administration de curcumine, qui a été donnée à des souris atteintes d'inflammation aiguë, a permis de bloquer l'inflammation chez ces souris, alors que dans l'autre groupe test qui n'ont pas reçu de curcumine, elles sont toutes mortes. Donc, le curcuma, par contre, c'est vraiment intéressant de l'avoir en bio parce qu'il peut vraiment sinon concentrer les toxiques. Donc ici, c'est un petit schéma qui est un petit peu compliqué, mais que je voulais juste vous mettre pour que vous compreniez bien. En fait, on voit la curcumine en haut à gauche, et ce que vous voyez en dessous, c'est une cascade de l'inflammation. Et on voit avec les petites flèches que la curcumine a le pouvoir de bloquer les cytokines et de bloquer l'inflammation, en fait. Donc, on sait que le coronavirus est un syndrome hyper-inflammatoire.
qui est caractérisée par une hypercytokinémie, ça c'est difficile à dire, donc ça veut dire une hyperinflammation. Donc d'où l'intérêt de consommer aussi un petit peu tous les jours du curcuma pour essayer de diminuer l'inflammation. Alors de nouveau le curcuma, ben voilà, vous pouvez le consommer comme je disais tout à l'heure sous différentes formes, sous complément, ici le curcudine qui est vraiment un super complément en curcuma, sous en poudre ou en racines fraîches que vous coupez. Seulement, si vous l'utilisez en poudre ou en racine, il faut savoir que le curcuma, il est difficilement assimilable pour votre corps. Donc, il faut y ajouter du gingembre et du gras, donc de préférence de l'huile d'olive, et si ça vous plaît comme saveur, du clou de girofle. Et comme ça, vous allez augmenter le pouvoir d'absorption du curcuma, sans quoi vous allez très peu prendre du curcuma comme ça à sec, ça n'a pas de sens. Alors prendre du curcuma aussi avec du poivre noir, il y en a beaucoup qui recommandent ça n'a aucun sens non plus, parce qu'en fait, on ajoute du poivre noir au curcuma pour enflammer le tube digestif, pour rouvrir le tube digestif et que le curcuma passe mieux dans le sang. Mais le curcuma est un anti-inflammatoire, donc il n'y a pas d'intérêt de donner quelque chose qui va enflammer pour que ça passe. Donc plutôt que le poivre, s'il vous plaît, utilisez du gingembre, de l'huile et des clous de girofle ou simplement du gingembre et de l'huile. Alors en mise en pratique, ben, on peut faire des boissons à froid de curcuma et de gingembre. Ça, c'est du jamu. C'est une boisson typique balinaise qui boivent tous les jours. Vous pouvez vous en faire. Ça se garde plusieurs jours au frigo et vous faites un petit shot tous les matins de jamu. Là, je peux vous dire, ça décape. Vous pouvez ici, ben, voyez, moi j'en ai rajouté, j'en rajoute dans toutes mes soupes. Et ça, je voulais vous montrer, c'est vraiment la base, bon, pas la citronnelle, hein, mais ce que vous voyez derrière, c'est du gingembre, du curcuma et de l'huile d'olive. La base de toutes mes soupes, et en général de tous mes plats mijotés, c'est ça. Ça veut dire que dans toutes mes soupes et tous mes plats mijotés, bien, j'ai un petit cocktail inflammatoire que je prends quotidiennement sans m'en rendre compte. Alors les graines germées, ce sont de véritables bombes nutritives. Elles sont riches en micronutriments et la germination décuple la quantité et la qualité des nutriments. Donc en fait, les vitamines sont absentes ou très peu présentes dans les graines et une fois qu'on les met à la germination, eh bien, le processus va vraiment multiplier de façon très 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 forte pour que ces graines puissent se transformer en végétaux. Donc on voit ici que la germination décuplerait la quantité et la qualité des nutriments jusqu'à 600% pour la vitamine C. Rappelez-vous l'importance que la vitamine C a. Donc il y a vraiment un intérêt à faire des graines germées. Euh, Celle que je recommande pour commencer, parce que c'est vraiment celle au niveau du goût qui passe le mieux et qu'on trouve très très facilement, c'est l'alfalfa. Son nom d'ailleurs vient de l'arabe qui signifie père de tous les aliments. Donc ça veut vraiment dire quelque chose. Comment vous pouvez l'utiliser quotidiennement? Ben, c'est en rajouter de nouveau un petit peu sur vos sandwichs, sur vos soupes. Ici, c'est des graines germées de betterave. Et comment est-ce que ça se fait? Eh bien, il faut acheter un petit germoir comme celui que vous voyez à gauche sur l'image. C'est la marque Germline, on en trouve dans les magasins bio, on en trouve sur Internet. Moi, j'ai pris celui-là parce que ceux tout en métal et verre, eh bien, il finissait par rouiller. Donc celui-là, il est vraiment bien. Et vous voyez à droite le sachet de graines que vous pouvez acheter en magasin bio. Vous en mettez un tout petit peu. De toute façon, tout est expliqué et sur la boîte du germoir et sur la boîte des graines germées. Mais c'est quelque chose qui se fait de façon hyper simple. Et en temps de confinement où on ne peut pas sortir tout le temps pour aller faire ses courses, et puis en plus où il n'y a pas tout le temps tous les aliments qu'on cherche quand on va faire ses courses, eh bien faire vos graines germées chez vous, c'est multiplier vos vitamines, mais en plus ben voilà, vous économisez de sortir pour aller chercher une salade. Donc c'est vraiment doublement intéressant. Alors le thé matcha, il est 137 fois plus riche en polyphénols, qui sont de nouveau des anti-inflammatoires, qu'une infusion de thé vert classique. Il y a des catéchines, donc c'est des polyphénols, dont un qui a fort été étudié, qui est le plus puissant, qui s'appelle le GCG. Et en fait, de nombreuses études ont démontré que le GCG avait un effet antiviral sur le virus de la grippe. Et plusieurs études mettent aussi en évidence que la consommation de thé vert réduit la mortalité de toutes causes confondues de 11%. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable.
Ce que je voulais vous dire sur le thé matcha, parce que c'est une boisson qui devient fort à la mode et on voit beaucoup de personnes qui se font des matcha latte, des matcha Cheeto et des matcha je sais pas quoi. Mettre du lait avec le thé matcha, ça n'a aucun sens parce que ça annule l'effet de ces fameux polyphénols EGCG. Donc s'il vous plaît, si vous prenez un thé matcha, ne mettez pas de lait dedans si vous voulez avoir en tout cas l'effet anti-inflammatoire du thé matcha. L'huile essentielle d'origan, c'est une huile qui est de nouveau, une huile essentielle qui est de nouveau très intéressante au niveau des virus. On voit qu'à elle seule, elle a réduit la charge virale qui était à plus de 5 millions de particules par millilitre dans une expérience au départ. Donc il y avait 5 millions de particules de millilitres de charge virale. On a donné de l'huile d'origan et puis après 15 minutes, il n'y avait plus que 167 particules par millilitre et au bout de 20 minutes, la charge virale était tombée à 150 particules par millilitre. Donc l'huile essentielle d'origan, on voit que ça pouvait vraiment arrêter la réplication virale dans les cellules hôtes. Donc, en cas d'infection virale débutante, ça c'est vraiment... Parce que l'huile essentielle d'origan, il ne faut pas la prendre comme ça directement en bouche parce qu'elle peut vous brûler la bouche ou l'œsophage ou l'estomac. Donc on en fait, aujourd'hui, on peut trouver des gélules qui sont ce qu'on appelle gastro-résistantes, qui ne vont pas éclater dans votre estomac pour ne pas vous brûler. Et si vous avez une infection débutante, ce que je vous recommande, c'est de prendre 3 fois 2 gélules pendant 5 jours au moment des repas. Elles vont être virucides et bactéricides. Donc ça marche super, super bien. Les huiles essentielles en général, le Ravinsara et le bois de rose. C'est vraiment 2 huiles essentielles qui ont un très large spectre contre les virus, chacune, l'une et l'autre. En fait, prendre les deux, ça vous permet d'avoir vraiment un spectre très très large, même si elles sont déjà bien seules. Et alors moi, la technique que j'utilise pour moi et pour mes enfants aussi, parce que vous pouvez les utiliser chez tout le monde, soit c'est en massage de plante de pied, ou alors sur le thorax ou dans le dos. Et ce qu'on fait aussi, ou ce qu'on faisait en fait avant de partir à l'école, tous les matins, ou avant de sortir, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, vous mettez une à deux gouttes sur chaque poignet. Vous frottez vos poignets comme ça pour faire chauffer et bien faire pénétrer l'huile. Vous mettez vos mains sous forme de cloche et vous inspirez profondément, c'est par d'une technique d'olfactothérapie, vous inspirez profondément plusieurs fois. Donc non seulement ça va passer dans votre sang par la friction, la peau est très fine là, et en plus ça va arriver dans votre nez, et donc ça va vous désinfecter aussi à ce niveau-là. C'est un petit truc qui est très efficace. Vous pouvez aussi vous en servir dans des diffuseurs à l'intérieur pour essayer de tuer les virus et les bactéries qui sont dans l'air. Alors l'échinacée, on en parle aussi beaucoup pour ce qui est du renfort de l'immunité. 6 études cliniques avec un total de 2458 participants. Donc c'est de nouveau une méta-analyse, a montré que l'utilisation d'extraits d'échinacée était associée à un risque réduit d'infection respiratoire récurrente. Donc les preuves indiquent que l'échinacée réduit fortement le risque d'infection respiratoire récurrente et des complications, et qu'elle a des effets modulateurs de l'immunité, antiviraux et anti-inflammatoires. Donc de nouveau, l'échinacée, vous pouvez le prendre sous différentes formes. Il existe des gouttes de différentes marques, soit d'échinacée seul comme vous le voyez à gauche, ou alors associé à de la propolis. Vous pouvez les prendre en gélule aussi, ou simplement déjà aussi en infusion. Vous pouvez prendre un petit peu de tisane d'échinacée. Donc ici, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir une approche la plus globale possible par la prévention. Donc, n'attendez pas d'être malade pour prendre soin de vous. La prévention est souvent beaucoup plus efficace que de vouloir prendre les choses en main quand c'est trop tard. Une bonne alimentation saine et goûteuse, c'est important que ce soit goûteux aussi. Une complémentation ciblée en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos valeurs sanguines, en fonction de votre état de santé. Ajouter des huiles essentielles, c'est simple, c'est efficace. Et ça peut se faire chez tout le monde. Le repos car notre système immunitaire a besoin de beaucoup d'énergie, donc il faut se reposer.
et le sport, parce que le sport va augmenter votre énergie, mais il va aussi augmenter votre masse musculaire et donc augmenter votre quantité de glutamine. Et donc autour, je vous ai mis tous les aliments, les nutriments dont je vous ai parlé aujourd'hui, donc l'échinacée, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine A, le zinc, la glutamine, la lactofermentation, le curcuma, les graines germées, le thé matcha et l'huile essentielle d'origan. Donc pour aller plus loin, vous pourriez demander, faire une prise de sang et demander votre niveau de zinc, de vitamine A, de vitamine B, la ferritine aussi. C'est important de voir si elle a un suffisamment bon dosage. Le niveau de la thyroïde et le magnésium érythrocytaire pour voir si votre énergie, si vous avez assez de magnésium et que vous allez faire suffisamment d'énergie. Donc voilà, vous pouvez aller voir si vous voulez sur mon site, il y a quelques recettes qui sont mises en ligne. Euh, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous voulez, s'il y a d'autres sujets que vous voudriez que j'aborde pendant cette période de confinement, en conférence comme je l'ai fait ce soir, ou si vous avez envie d'ateliers de cuisine qu'on pourrait aussi faire en live particulier, de lactofermentation ou autre, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, on peut faire des consultations aussi sur Internet. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos envies, de vos besoins ou de vos attentes, et j'essaierai de les faire. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'essaye de voir sur le chat, mais c'est difficile de suivre. Je n'en vois pas particulièrement. Ben voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre présence et une fois de plus pour tous vos messages et j'espère que cette conférence vous servira et que vous essaierez de mettre en application ce que vous avez appris ce soir. Et rappelez-vous que vous avez un pouvoir énorme sur votre santé et que l'alimentation est vraiment une des clés primordiales de votre santé. Merci.